Un homme solitaire a acheté un vieux wagon ferroviaire rouillé. Tout le monde se moquait de lui et disait qu'il avait perdu la tête. Mais lorsque les gens ont vu ce qu'il avait fait à l'intérieur, leurs regards ont complètement changé. Abonne-toi à la chaîne et écris en commentaire d'où tu regardes cette vidéo. Ne manque pas la prochaine histoire. L'aube arrivait lentement, comme si le jour lui-même hésitait à pénétrer dans l'appartement fatigué où vivait Aaron Miller. Dans la pâle lumière qui filtrait à travers la fenêtre sale, les murs écaillés paraissaient encore plus ternes, marqués de taches jaunâtres laissées par d'anciennes fuites. Le plafond, fissuré à plusieurs endroits, donnait l'impression de s'effondrer imperceptiblement à chaque respiration du bâtiment. La petite pièce, autrefois un foyer, n'était plus qu'un espace où la solitude avait trouvé refuge. Les meubles réduits à l'essentiel semblaient perdus dans ce décor. Un lit grinçant, dont le matelas affaissé retenait encore la forme de son corps, une table bancale, 2 chaises dépareillées et une boîte en carton posée dans un coin, remplie de lettres jaunies écrites par une main qui n'existait plus. Le radiateur, vieux comme les murs, émettait un claquement irrégulier, un bruit métallique qui servait de seul rappel que le monde extérieur continuait malgré tout de tourner. Aaron était assis sur le bord du lit, les épaules voûtées, une tasse de café instantanée à moitié vide entre les mains. Le liquide tiède n'avait plus vraiment de goût, mais il continuait à en boire machinalement chaque matin, comme si cette routine l'aidait à supporter le vide intérieur qui le rongeait. Ses doigts tremblaient légèrement, non pas de froid, mais de cette fatigue profonde qui s'installe quand l'esprit porte depuis trop longtemps le poids du regret et de l'épuisement. À 54 ans, il en paraissait 10 de plus. Ses cheveux gris étaient en bataille, sa barbe mal taillée, son regard perdu dans un point invisible. Rien dans la pièce ne reflétait la vie d'un homme encore lié au monde. Au contraire, tout semblait suggérer un lent effacement. Il resta ainsi plusieurs minutes, écoutant le radiateur siffler comme s'il tentait de respirer à travers l'âge. Le silence pesait lourdement autour de lui, un silence qui n'était interrompu que par les pas lointains de voisins dans le couloir ou par le bruit d'un moteur dans la rue. Il n'y avait plus de radio, plus de télévision, plus de voix. Depuis des mois, il n'avait personne à qui parler. Son existence s'était réduite à cette petite pièce, à ce lit grinçant, à cette tasse de café et à des souvenirs qui revenaient sans cesse, parfois doux, souvent cruels. Avant, sa vie était différente. Il avait été mécanicien dans une usine automobile de Cleveland. Il se souvenait du vrombissement des machines, de l'odeur de l'huile, des conversations bruyantes dans les ateliers. L'usine n'était pas seulement un travail, elle était un repère, un lieu où il se sentait utile. Mais elle avait fini par fermer, victime de délocalisation et de décisions d'entreprise qui ne prenaient pas en compte les visages des hommes qu'elles laissèrent derrière. Le jour de l'annonce, un froid étrange l'avait traversé. Il essayait encore d'oublier ces regards vides de ses collègues, les machines silencieuses, les paroles vagues de la direction et l'impression violente que quelque chose d'irréparable s'était brisé. Sa santé avait commencé à décliner à la même période. Le stress, la fatigue, l'absence de perspective l'avaient miné. Il s'était retrouvé à enchaîner des petits boulots, souvent temporaires, parfois payés au noir, jusqu'à ce qu'il n'en trouve même plus. Chaque refus lors d'un entretien lui rappelait son âge, ses limites et tout ce qu'il avait perdu. Mais le pire, ce n'était ni l'usine ni la pauvreté. Le pire, c'était la mort de Sarah. Elle avait combattu un cancer pendant des mois, s'accrochant à la vie avec une force qui avait à la fois bouleversé et épuisé Aaron. Il repensait à leur nuit dans la chambre d'hôpital, à ses mains qu'il tenait même quand elle dormait, à ses mots doux malgré la douleur. Elle avait été bien plus que son épouse. Elle avait été son encre, son souffle, sa lumière. Quand elle était partie, ce n'était pas seulement une personne qui avait disparu de sa vie, mais tout un monde. Son rire, sa voix, sa façon de le regarder en sachant tout de lui, tout cela avait été avalé par un silence auquel il ne s'habituait pas. Leur fils, Jaden, avait réagi différemment à la maladie. Il lui en avait voulu. Il avait reproché à son père de ne penser qu'à sa mère, de ne pas le voir, de ne pas comprendre ses propres souffrances. Aaron avait essayé de lui parler, mais chaque tentative finissait mal. La douleur de chacun les rendait aveugles l'un à l'autre. Le dernier échange entre eux avait été violent, rempli de reproches qu'Aaron aurait voulu effacer. Jaden était parti peu après,
rompant tout contact. Depuis, les années avaient passé comme une longue saison sans soleil. Il avala la dernière gorgée de café et posa la tasse sur la table. Ses yeux se posèrent sur la boîte contenant les lettres de Sarah. Il ne les avait pas relues depuis longtemps. Elles lui faisaient mal, mais elles étaient tout ce qui lui restait d'elle. À côté de la boîte, un document attirait l'attention. Le titre, imprimé sur du papier jauni, indiquait qu'il s'agissait d'un acte de propriété. C'était le terrain en Virginie, légué par son grand-père des décennies plus tôt. Un terrain dont il ne s'était jamais occupé, qu'il n'avait même jamais visité. Il avait toujours considéré ce bout de terre envahi par la forêt comme une curiosité, un souvenir familial sans réel intérêt. Mais aujourd'hui, alors qu'il se sentait coincé dans sa propre vie, ce document lui paraissait soudain moins insignifiant. Ce fut presque par hasard qu'il tomba sur une annonce en naviguant sur son téléphone. Il cherchait quelque chose. Il ne savait même pas quoi. Peut-être une distraction, peut-être une solution. L'annonce était étrange, presque absurde. Un ancien wagon de passagers des années 1930, très endommagé, à vendre pour $600, à condition de l'emporter soi-même. La photo montrait un long wagon couvert de rouille, avec les vitres brisées et des pans de métal déformés. À première vue, cela ressemblait à une épave inutile. Pourtant, Aaron sentit quelque chose remuer en lui, une sorte de nostalgie profonde, liée à des souvenirs d'enfance qu'il avait presque oubliés. Son grand-père l'emmenait parfois dans des trains quand il était petit. Il revoit ces moments, le bruit rythmé des roues sur les rails, le balancement du wagon, le parfum du cuir usé des sièges, les paysages qui glissaient comme des rêves. À l'époque, il se sentait en sécurité, protégé, comme si le monde devenait plus simple à l'intérieur de ces couloirs étroits. Ce souvenir enfoui depuis si longtemps remonta soudain à la surface, accompagné d'une émotion inattendue. Et si ce wagon, même dans son état lamentable, pouvait devenir une nouvelle chance? Et s'il pouvait le transporter sur le terrain de Virginie, le réparer et y reconstruire quelque chose de semblable à une vie? L'idée semblait folle. Il était vieux, fatigué, sans argent, sans famille. Mais plus il regardait la photo, plus il sentait que ce wagon l'appelait. Comme si son grand-père, disparu depuis longtemps, lui murmurait qu'il n'était pas trop tard pour recommencer. Cette idée, d'abord fragile comme une étincelle, commença à prendre forme. Une décision naquit silencieusement en lui. Il vendit ce qui lui restait. La télévision, quelques meubles, des outils qu'il utilisait autrefois. Chaque objet qu'il voyait quitter l'appartement lui faisait un peu mal, mais allégeait aussi le poids du passé. Il contacta le vendeur, discuta du prix, de l'état du wagon, des conditions de transport. Puis il chercha une entreprise capable de déplacer un tel engin. La majorité refusa. Trop gros, trop compliqué, trop cher. Finalement, une petite société accepta, à un coût presque aussi élevé que celui du wagon lui-même. Quand il quitta l'appartement pour la dernière fois, il emporta une valise modeste contenant quelques vêtements, les photos de Sarah, un vieux carnet où il avait l'habitude d'écrire ses pensées, une scie et la volonté fragile mais tenace de ne pas abandonner. Il resta un moment immobile dans l'encadrement de la porte, observant la pièce délabrée qui avait été sa prison pendant tant de mois. Il éteignit la lumière, ferma la porte derrière lui et descendit les escaliers en se demandant ce que l'avenir lui réservait. Dans la rue, le vent froid le fouetta, mais au lieu de se sentir écrasé, il éprouva quelque chose de différent. Une sensation ténue, presque imperceptible, mais réelle, celle de faire un premier pas vers un endroit où il pourrait enfin respirer. Le camion chargé du wagon l'attendait déjà à quelques rues de là. Il inspira profondément avant de le rejoindre, sans savoir que ce geste marquerait le début d'une transformation que même lui ne pouvait encore imaginer. Le trajet jusqu'en Virginie fut long et silencieux, un ruban de route qui s'étendait devant Aaron comme une frontière entre son ancienne vie et quelque chose d'inconnu. Assis dans la cabine du camion qui transportait le wagon, il regardait par la fenêtre les paysages changer progressivement. Les immeubles gris laissèrent place aux larges banlieues, puis aux collines, aux forêts et aux étendues de campagne qui semblaient s'étirer à l'infini. Chaque kilomètre le portait un peu plus loin de l'appartement vide, où il s'était éteint lentement, et un peu plus près du morceau de terre dont il ne se souvenait presque plus. Le chauffeur parlait peu, un homme robuste aux mains calleuses,
habitué à transporter des charges étranges. Par moments, il jetait un coup d'œil dans son rétroviseur, observant l'immense silhouette du wagon posé sur la remorque. La scène attirait l'attention des voitures qui les dépassaient. Des enfants se retournaient pour mieux voir, des adultes ralentissaient, intrigués par ce mastodonte de métal rouillé que l'on promenait à travers l'État comme une créature échappée d'un autre temps. Le cœur d'Aaron battait plus vite chaque fois que le camion freinait ou prenait un virage serré. Il craignait qu'une secousse trop brusque n'arrache une planche, ne fasse tomber un morceau de métal ou que quelque chose se détache complètement. Il savait que le wagon était très abîmé, mais le voir ainsi de si près, exposé sur la route, lui rappelait avec force l'état lamentable dans lequel il l'avait trouvé. Pourtant, cette peur s'accompagnait d'un étrange sentiment de responsabilité. Ce wagon était désormais tout ce qu'il possédait, et même si son apparence était pitoyable, il y voyait d'une étincelle de possibilité, une lueur ténue mais présente. Quand ils atteignirent enfin la petite route qui menait à son terrain, la lumière commençait déjà à décliner. Le chemin de terre était couvert de feuilles mortes et les branches des arbres formaient un tunnel naturel par lequel le camion devait s'engager lentement. Aaron n'était pas revenu ici depuis qu'il était enfant, et pourtant, quelque chose en lui reconnut immédiatement l'atmosphère du lieu. Les arbres semblaient plus grands que dans son souvenir, le silence plus profond. Il y avait dans l'air une odeur de terre humide, de résine, de mousse, une odeur d'isolement et de paix mélangée qui lui donna la sensation d'être revenu dans un endroit oublié par le temps. Le terrain en lui-même n'avait rien de remarquable. Quelques clairières, des pentes irrégulières, des rochers éparpillés, des souches anciennes qui semblaient indiquer l'emplacement d'un ancien abri ou d'un vieux jardin. Mais à ses yeux, cela avait quelque chose de familier, comme si son grand-père l'observait encore depuis quelque part parmi les arbres. Le camion s'arrêta enfin devant un espace dégagé que le chauffeur avait jugé suffisant pour poser le wagon. Aaron descendit, ses jambes engourdies par les heures de route, et observa la structure qu'il avait suivie comme une ombre géante. Vue de près, elle paraissait encore plus délabrée que sur la photo. La rouille dévorait la surface, des trous parsemaient le toit, et certaines parties étaient aussi fragiles qu'on aurait dit qu'un simple coup de vent suffirait à les faire s'effondrer. Pourtant, malgré son état lamentable, il y avait dans ce wagon une beauté étrange, une présence silencieuse, solide, presque obstinée, comme un survivant. Le chauffeur fit signe qu'il était temps de décharger. Les opérations étaient délicates. Il fallait manœuvrer lentement, utiliser des cales, ajuster les angles, vérifier sans cesse que rien ne basculait. Aaron, incapable de rester immobile, tournait autour de la scène, surveillant chaque mouvement avec une inquiétude croissante. Il imaginait déjà le wagon glissant, se renversant, se brisant définitivement, rendant inutile tout ce qu'il avait sacrifié pour arriver jusqu'ici. Mais peu à peu, malgré les grincements, les secousses et les grognements de la machine, la structure descendit, s'aligna, puis se posa enfin sur le sol avec un bruit sourd, comme un soupir d'épuisement. Le chauffeur, satisfait, hocha la tête et dit que c'était un miracle que ça tienne encore debout. Aaron lui donna son paiement, le remercia et resta seul face au wagon, enveloppé par le silence de la forêt. Ce fut une nuit étrange. Aaron décida de dormir dans le wagon, même si tout en lui disait de rester dehors ou de retourner dans sa voiture. Il monta les marches branlantes, poussa la porte grinçante et entra dans l'obscurité. L'odeur le frappa immédiatement. Un mélange de bois pourri, de métal oxydé, de vieilles poussières et de nature infiltrée. Les planches du sol grinçaient sous chaque pas. Certaines étaient tellement abîmées qu'il devait tester leur solidité avant d'avancer. Les sièges déchirés révélaient la mousse jaunie, les fenêtres brisées laissaient entrer le vent glacé, et des traces de rongeurs montraient que l'endroit n'était pas aussi vide qu'il l'avait pensé. Pourtant, il s'assit sur un siège à moitié intact, ferma les yeux et écouta les bruits de la forêt. Le vent sifflait en traversant les fissures, les branches se frottaient, des animaux couraient ici et là. Ce n'était pas le silence oppressant de son appartement. C'était un silence vivant, vibrant, rempli d'un monde qui continuait à exister autour de lui. Et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit respirer un peu mieux. Il dormit mal, réveillé à plusieurs reprises par des craquements inquiétants. Mais au matin,
Malgré les douleurs dans ses articulations et la raideur de son dos, il éprouvait une sensation qu'il n'avait plus ressentie depuis des années, la volonté d'agir. Il passa la matinée à explorer les alentours, à imaginer où il pourrait poser une table, comment il pourrait améliorer l'entrée, où il pourrait stocker ses outils. Il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau courante, pas de confort. Mais il y avait de l'espace, de l'air et un projet. Il commença les travaux le jour même. Ce fut difficile dès la première heure. La poussière s'incrustait dans ses vêtements, la rouille tachait ses mains, et chaque pièce qu'il tentait de retirer résistait comme si elle refusait de quitter cet endroit qu'elle habitait depuis presque un siècle. Il sortit les sièges les plus abîmés, nettoya le sol autant qu'il le pouvait, retira les morceaux de verre brisés et ouvrit grand les portes pour laisser l'air frais circuler. Petit à petit, malgré la fatigue, il commença à voir le wagon différemment. Non plus comme une épave irrécupérable, mais comme une structure en attente de renaissance. Un après-midi, alors qu'il retirait un pan de plancher particulièrement détérioré, il sentit que quelque chose clochait. La planche qu'il soulevait ne semblait pas être fixée comme les autres. Il insista, et un espace sombre apparut en dessous. Intrigué, il s'accroupit, éclaira la cavité avec son téléphone et aperçut un objet métallique recouvert de poussière. Son cœur fit un bond. Il glissa ses mains à travers les éclats de bois et tira avec effort. L'objet était lourd, bien plus qu'il ne l'aurait imaginé. Il finit par le sortir, un petit coffre en fer, rouillé mais intact. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il l'ouvrit. À l'intérieur, soigneusement rangés, se trouvaient des outils anciens. Un marteau, un rabot, une scie manuelle. Ils étaient usés, mais encore solides. Il reconnut immédiatement le style, la forme des manches, la patine du bois. Ces outils lui rappelaient ceux que son grand-père utilisait autrefois. Au fond du coffre, il trouva un carnet, aux pages jaunies, aux bords effrités. Il l'ouvrit avec précaution. L'écriture était celle de son grand-père. Des notes, des idées, des réflexions qui semblaient s'étendre sur plusieurs années. Et parmi elles, une phrase soulignée, d'une simplicité poignante. « La maison n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu construis de tes propres mains. » Aaron resta un long moment immobile, le carnet ouvert sur ses genoux, comme frappé par la force de ces mots. Tout à coup, il comprit pourquoi il n'avait pas pu ignorer cette annonce. Pourquoi il avait tout quitté pour ce wagon. Ce n'était pas un hasard, c'était un héritage, un appel venu du passé. Une invitation à reconstruire quelque chose, non pas à partir de ce qu'il avait perdu, mais à partir de ce qu'il était encore capable de créer. À partir de ce jour, quelque chose changea en lui. Chaque matin, il se levait plus tôt, impatient de travailler. Le wagon devint son atelier, son refuge et son défi. Il décapait le métal, réparait les fissures, consolidait les parois, remplaçait les planches pourries. Chaque clou qu'il plantait semblait réduire un peu la distance entre lui et l'homme qu'il avait été autrefois. Les outils de son grand-père devinrent ses compagnons fidèles, comme s'ils lui transmettaient la force silencieuse de leur ancien propriétaire. C'est au cours de ces journées de labeur qu'il remarqua la présence d'un garçon à la lisière du bois. D'abord, il n'osa pas trop regarder, pensant avoir rêvé. Mais le lendemain, puis le surlendemain, il vit à nouveau la silhouette mince d'un enfant, observant ses gestes depuis l'ombre des arbres. Aaron n'était pas habitué à être observé. Il continua toutefois son travail, espérant que l'enfant finirait par se montrer. Un après-midi, alors qu'il reposait un morceau de métal, il se retourna brusquement et surprit le garçon, prêt à s'échapper. Aaron ne fit aucun mouvement agressif, se contentant de lui adresser un sourire fatigué mais sincère. Ce fut ainsi qu'Olivier, un garçon timide aux yeux curieux, fit sa première entrée dans la vie d'Aaron. Le wagon n'était pas seulement en train de renaître. Quelque chose d'autre se formait autour de lui, quelque chose qui dépassait la simple réparation d'un vieux véhicule. Et Aaron n'avait encore aucune idée que cette présence silencieuse serait l'une des clés de sa propre reconstruction. Les jours qui suivirent s'écoulèrent avec une régularité nouvelle dans la vie d'Aaron. Il travaillait du matin au soir, absorbé par la transformation du wagon et par l'étrange sensation qu'il n'avait plus ressentie depuis des années, celle de créer quelque chose de ses mains. Pourtant, malgré son implication totale dans le travail, son regard revenait souvent vers la lisière de la forêt,
là où il avait aperçu plusieurs fois la silhouette discrète du jeune garçon. Il avait remarqué que ce dernier approchait un peu plus chaque jour, observant les gestes d'Aaron avec une curiosité presque respectueuse, comme si le simple fait de regarder un adulte réparer un objet ancien lui semblait un spectacle qu'il ne voulait pas interrompre. Un après-midi, alors qu'Aaron ajustait une planche sur la paroi intérieure du wagon, il entendit le craquement distinct d'une branche sous un pied léger. Il se tourna lentement et vit le garçon figé, comme s'il avait été surpris dans un acte interdit. Aaron essuya ses mains sur son pantalon et lui adressa un signe de tête, une invitation silencieuse. L'enfant hésita, mais finit par avancer, son pas prudent trahissant sa timidité. Il avait peut-être une dizaine d'années, avec des cheveux bruns en désordre, des vêtements trop grands pour lui et des yeux brillants d'une curiosité que rien ne semblait pouvoir apaiser. Lorsqu'il s'arrêta à quelques mètres, Aaron lui demanda doucement son nom. Le garçon murmura « Olivier ». Ce fut le premier mot de leur longue conversation naissante. Olivier n'osa pas parler davantage au début. Il se contenta d'observer, les mains dans les poches, aspirant chaque geste d'Aaron, comme si le moindre mouvement revêtait une importance capitale. Il regardait les outils, les matériaux, les gestes répétitifs mais précis avec lesquels Aaron travaillait, et l'expression de son visage montrait qu'il découvrait quelque chose qu'il n'avait encore jamais vu. Lorsque la journée s'acheva, il disparut aussi vite qu'il était apparu, glissant entre les arbres comme une ombre légère. Le lendemain, il revint, cette fois-ci plus près. Il regarda Aaron utiliser un rabot, puis arracher des restes de métal rongés par la rouille. Celui-ci lui expliqua ce qu'il faisait, et peu à peu, Olivier posa quelques questions, timidement d'abord, puis avec plus d'assurance, comme si la peur s'effaçait pour laisser place à la fascination. Au fil des jours, leur échange devint plus fluide. Aaron se surprit à parler davantage. Il expliquait comment choisir une planche solide, comment vérifier si un clou tenait bien, comment reconnaître les morceaux encore bons parmi les décombres. Olivier écoutait attentivement, parfois tentait de reproduire un geste, parfois attendait qu'Aaron lui donne une tâche simple. Ils travaillaient ensemble, même si le garçon n'en était encore qu'aux apprentissages les plus rudimentaires. Il apportait une énergie nouvelle à l'endroit, un souffle de vie que le wagon semblait absorber lui aussi. Un matin, il arriva avec 2 sandwichs enveloppés dans un papier. Il en tendit un à Aaron, le regard baissé, espérant ne pas être rejeté. Aaron, touché, accepta sans hésitation. Ce simple geste, venu d'un garçon qu'il ne connaissait presque pas, réchauffa son cœur plus que la nourriture elle-même. Les jours passèrent, et l'apparition d'Olivier devint si régulière que l'absence du garçon un jour aurait semblé anormale. Pourtant, un après-midi, ce ne fut pas le garçon qui émergea d'entre les arbres, mais une femme. Elle avançait d'un pas décidé, le regard vigilant, comme quelqu'un qui cherchait à comprendre une situation potentiellement dangereuse. Lorsque ses yeux se posèrent sur Aaron, elle fronça légèrement les sourcils, puis regarda autour d'elle, observant le wagon, les outils et les traces évidentes d'un enfant ayant passé du temps ici. Olivier apparut juste derrière elle, l'air coupable, et Aaron comprit immédiatement. La femme s'approcha, le regard direct mais pas hostile. Elle se présenta comme étant Lisa Harris, la mère d'Olivier. Sa voix était ferme, mais empreinte d'une forme de fatigue qui ne ressemblait pas à de la méfiance gratuite, mais plutôt à la vigilance d'une mère qui élève seule son enfant, dans un monde où l'on ne peut jamais être trop prudent. Elle demanda d'une voix contrôlée depuis combien de temps son fils venait ici. Aaron répondit honnêtement, lui expliquant comment Olivier avait commencé à l'observer, puis à aider un peu, sans jamais être forcé. Il ajouta qu'il ne lui avait jamais rien demandé et qu'il était disposé à lui interdire l'accès si cela inquiétait la mère. Lisa observa un moment la scène. Ses yeux parcoururent le wagon, et même si son état restait lamentable, elle remarqua tout de suite l'organisation, la propreté naissante, la manière dont les outils étaient rangés. Ce n'était pas l'abri d'un homme instable, mais l'atelier d'un quelqu'un qui tentait de reconstruire quelque chose. Olivier, qui s'était caché derrière elle, sortit timidement et déclara qu'il voulait simplement regarder et apprendre. Lisa soupira, comme si une tension intérieure venait de céder. Le lendemain, elle revint, cette fois avec une boîte qu'elle déposa près de l'entrée du wagon.
À l'intérieur, un assortiment de tissus qu'elle expliqua être des restes de travaux de couture. Elle proposa d'en faire des rideaux pour le wagon, affirmant qu'ils ne serviraient de toute façon plus chez elle. Aaron comprit immédiatement la portée du geste. Ce n'était pas seulement un don matériel. C'était une façon de dire qu'elle acceptait sa présence dans le quotidien de son fils. Il la remercia avec sincérité et Lisa hocha simplement la tête avant de repartir. Rapidement, les allées et venues d'Olivier et de Lisa attirèrent l'attention des habitants du coin. Dans ces petites communautés rurales, les nouvelles circulent vite, parfois plus vite que les véhicules qui traversent les routes sinueuses. Un étranger vivant dans un vieux wagon au milieu des bois était une histoire qui éveillait autant la curiosité que la prudence. Certains passèrent par simple intérêt, d'autres par inquiétude, d'autres encore pour vérifier si des enfants erraient ici sans surveillance. Les premiers visiteurs se présentèrent comme des voisins, des fermiers ou des habitants des environs. Ils posèrent des questions, observaient, s'étonnaient du projet insensé d'Aaron. Lorsque certains comprirent qu'il n'y avait ni menace ni désordre, mais plutôt une volonté sincère de redonner vie à un vestige du passé, les attitudes commencèrent à changer. Un homme revint quelques jours plus tard, avec un vieux paquet de clous, affirmant qu'il n'en avait pas besoin. Une femme apporta des planches récupérées d'un ancien abri. Un autre proposa une petite poêle en fonte, puis un tuyau permettant de créer un système rudimentaire pour un poêle à bois. Le wagon devint peu à peu un lieu où les gens s'arrêtaient simplement pour discuter, pour regarder l'avancée des travaux, ou pour apporter quelque chose que l'on pourrait réutiliser. La transformation se faisait lentement, mais de manière tangible. À l'intérieur, Aaron installa des bancs, le long des parois, fabriqués avec soin malgré le manque de moyens. Les tissus offerts par Lisa devinrent de simples rideaux qui adoucirent immédiatement l'atmosphère. Il monta une étagère où il posa quelques livres, ainsi qu'un carnet dans lequel il notait les progrès de la restauration. Le poêle fut installé après plusieurs essais, apportant une chaleur douce qui contrastait avec l'air mordant de l'extérieur. Le soir, lorsque la lumière des flammes se reflétait dans les surfaces métalliques, l'intérieur du wagon semblait presque vivant. À l'extérieur, Aaron construisit quelques marches improvisées pour accéder plus facilement à la porte. Il dégagea un espace autour du wagon, créant une sorte de place où l'on pouvait s'asseoir, manger, discuter ou simplement regarder les arbres se balancer sous le vent. Les gens qui venaient ici ne se contentaient plus de jeter un œil. Ils restaient parfois un moment, se confiant, racontant leurs propres difficultés ou leurs propres souvenirs. Le wagon devenait un espace de partage, un refuge chaleureux au milieu des bois. Pour Aaron, cette métamorphose dépassait la simple réparation d'un objet. Chaque pièce remise en état, chaque planche fixée, chaque clou enfoncé lui donnait le sentiment de retrouver une part de lui-même. Il avait longtemps cru que sa vie s'était arrêtée avec la mort de Sarah et la fuite de son fils. Mais ici, entouré de gens qui ne le connaissaient pas hier encore, il sentait naître une forme de nouvelle appartenance. Olivier devenait presque un apprenti. Lisa, une présence discrète mais bienveillante. Les voisins, un cercle inattendu et improvisé. Un jour, alors qu'il observait le wagon sous la lumière dorée du soir, Aaron sentit qu'il manquait encore quelque chose. Ce lieu avait une âme nouvelle, mais il n'avait pas de nom. Or, tout ce qui existe véritablement doit être nommé. Il se rappela alors la phrase du carnet de son grand-père. La maison était ce que l'on construisait de ses propres mains. Et c'était exactement ce qu'il tentait de faire ici, non seulement avec le wagon, mais avec sa propre vie. Le nom s'imposa à lui sans effort. Le pont de l'espoir. Ce serait un pont entre son passé et son avenir, entre la solitude et les liens retrouvés, entre la ruine et la reconstruction. Il fabriqua une petite plaque de bois, y grava les mots avec soin et la plaça près de la porte. Lorsque les visiteurs la virent pour la première fois, certains sourirent, d'autres hochèrent la tête en signe d'approbation. Et Olivier, yeux brillants, déclara que c'était le plus beau nom possible. Le wagon avait changé. Aaron avait changé aussi. Et bien qu'il ne le sache pas encore, cette transformation n'était que le début d'un chemin qui le mènerait à renouer avec ce qu'il avait cru perdu à jamais. Les semaines passèrent, et avec elles, la vie autour du wagon continua de se transformer. Le pont de l'espoir était désormais plus qu'un simple refuge bricolé dans la forêt. C'était devenu un lieu où les gens s'arrêtaient pour discuter, pour aider ou simplement pour respirer un air différent.
Olivier venait presque chaque jour. Lisa passait de temps en temps pour apporter un peu de nourriture ou vérifier que son fils ne dérangeait pas. Et les voisins s'étaient habitués à cette silhouette de métal, réapparue dans leur quotidien comme une relique familière du passé. Pourtant, derrière cette animation nouvelle, Aaron savait qu'il restait quelque chose d'inachevé. Il sentait encore au fond de lui le vide qu'il portait depuis tant d'années, un vide que ni le travail, ni la présence bienveillante des autres n'avaient entièrement comblé. Souvent, le soir, lorsqu'il fermait la porte du wagon et éteignait le poêle, il se retrouvait seul face à ce silence particulier qui ne ressemblait en rien à celui de son ancien appartement. Ici, la solitude était plus douce, presque apaisante, mais elle lui rappelait tout de même ce qu'il avait perdu. C'est dans ces moments-là que son esprit revenait vers Sarah et vers Jaden, comme si sa mémoire cherchait à lui rappeler que la vie qu'il reconstruisait devait aussi s'accompagner d'un apaisement intérieur. Un soir, alors que le vent soufflait doucement contre les parois du wagon, Aaron eut le sentiment que le moment était venu de fouiller ce qu'il avait longtemps repoussé. Il se leva, prit une petite lampe et ouvrit la boîte qu'il avait apportée le jour où il avait quitté la ville. Elle contenait tout ce qu'il avait gardé de plus précieux, des photos, des lettres, des souvenirs conservés malgré les années. Il s'assit sur son lit simple, étala les objets sur une couverture et commença à les examiner un par un. Les photos de Sarah, toujours souriante, même lorsqu'on voyait dans ses yeux la fatigue des derniers mois. Les lettres qu'elle lui avait écrites lorsqu'ils étaient jeunes, pleines de rêves qui semblaient aujourd'hui appartenir à une autre existence. Il effleura du bout des doigts une vieille alliance qu'elle avait portée avant que la maladie ne la rende trop fragile. Il resta un moment immobile, comme s'il craignait que le simple contact avec son passé ravive une douleur qui n'avait jamais cessé d'exister. Mais il savait aussi que c'était un passage nécessaire. Sa vie avait changé depuis qu'il était arrivé ici. Il avait appris à reconstruire un wagon, à réparer du bois, à redonner forme à du métal rouillé. Peut-être était-il temps de réparer aussi ce qui concernait son cœur. En fouillant dans les papiers, il tomba sur une enveloppe qu'il ne se souvenait pas avoir remise dans la boîte. L'écriture sur le devant était celle de Jaden. Son nom, inscrit d'une manière brusque, presque impatiente, comme lorsqu'il écrivait ses devoirs dans sa chambre d'adolescent. Aaron sentit une pointe de douleur traverser sa poitrine en reconnaissant le style de son fils. L'adresse indiquée sur le coin supérieur n'était pas la leur. C'était celle où Jaden vivait désormais. Il resta un long moment à observer ces lettres, comme si elles étaient un pont fragile qui risquait de s'effondrer au moindre geste brusque. Il comprit alors à quel point il avait évité cette confrontation durant des années. Ce n'était pas seulement la distance physique qui avait séparé le père et le fils, mais aussi le poids écrasant de tout ce qu'il n'avait jamais réussi à se dire. Ce soir-là, le courage fut long à venir. Aaron hésita avant de sortir une feuille de papier et un stylo. Il posa la pointe sur le papier, la leva, la reposa, cherchant les mots justes dans un silence traversé par les craquements du bois chauffé par le poêle. Il avait peur de ne pas savoir exprimer ce qu'il ressentait, peur d'être rejeté, peur de raviver une douleur qu'il tentait d'oublier. Mais il pensa à la phrase du carnet de son grand-père, celle qui avait guidé tout ce qu'il avait entrepris ici. La maison n'était pas ce que l'on possédait, mais ce que l'on construisait. Peut-être en allait-il de même avec les liens familiaux. Peut-être fallait-il les reconstruire, un mot après l'autre, un geste après l'autre. Il commença par écrire le prénom de son fils. Juste cela. Jaden. Le voir écrit devant lui le frappa plus fort qu'il ne l'aurait imaginé. Puis il se lança, hésitant d'abord, puis plus fluide. Il parla de lui, de ce qu'il était devenu, de l'endroit où il vivait maintenant, de ce wagon qu'il avait trouvé et restauré. Il expliqua comment il tentait de reconstruire quelque chose de sensé dans sa vie, non pas pour fuir son passé, mais pour lui donner un sens nouveau. Il avoua ses erreurs, reconnaissant avoir souvent fait les mauvais choix, s'être enfoui dans le travail pendant la maladie de Sarah, avoir été incapable de voir la détresse de son fils. Il écrivit qu'il ne cherchait ni pardon immédiat, ni réconciliation obligée, mais simplement la possibilité d'un dialogue, d'un signe, d'une chance. Il termina la lettre en invitant Jaden à venir le voir un jour, s'il le souhaitait, lui laissant l'adresse du terrain et ajoutant une phrase simple mais lourde de sens. « Si tu veux me trouver,
Je suis ici. » Quand il eut fini, il relut chaque phrase attentivement. Certaines lui semblèrent trop dures, d'autres trop faibles, mais il comprit qu'il ne devait rien changer. Les mots étaient ce qu'ils étaient, vrais, honnêtes, imparfaits. Il plia la lettre, la glissa dans une enveloppe, inscrivit l'adresse de son fils et resta un long moment à la tenir entre ses doigts. Le lendemain matin, il marcha jusqu'au petit bureau de poste du village voisin. La route, bordée de pins et de chênes, semblait plus longue que d'habitude, comme si chaque pas le rapprochait d'une vérité qu'il avait depuis trop longtemps évitée. Il entra dans le bureau, attendit son tour, puis tendit l'enveloppe à la guichetière. Lorsque celle-ci la tamponna et la glissa dans la boîte aux lettres, il sentit quelque chose se détacher en lui. Peut-être de l'angoisse, peut-être un espoir fragile, peut-être les deux. Sur le chemin du retour, il se surprit à regarder les arbres avec une attention nouvelle. Leur mouvement dans le vent lui paraissait plus doux, la lumière plus brillante. Il avait fait ce qu'il pouvait. Le reste ne dépendait plus de lui. Quand il arriva devant le wagon, Olivier l'attendait déjà, un sourire sincère au visage. Le garçon voulait lui montrer quelque chose. Une petite sculpture en bois qu'il avait taillée lui-même. Une sorte de figurine, maladroite mais expressive, représentant un oiseau. Aaron la prit entre ses mains et sentit une chaleur envahir sa poitrine. Il félicita le garçon, et celui-ci rayonna de fierté. Lisa apparut peu après, portant un panier avec un peu de pain et quelques fruits, disant simplement qu'il lui semblait approprié de partager. Aaron les remercia d'un regard, incapable de mettre en mots ce qu'il ressentait. À mesure que la journée avançait, les voisins passèrent, certains pour apporter quelque chose, d'autres juste pour saluer. Le wagon, avec ses planches réparées et ses rideaux de tissu colorés, semblait devenir un lieu de rassemblement. Le poêle diffusait une chaleur douce qui se mêlait au parfum du bois frais. Les rires d'Olivier résonnaient entre les arbres, se mêlant aux conversations paisibles des visiteurs. Aaron observait tout cela avec une étonnante clarté. Il n'était plus l'homme brisé qui avait quitté son appartement sans savoir où il allait. Il était un homme en reconstruction, comme le wagon autour de lui. Quand le soir tomba, Aaron resta un moment seul à l'intérieur du wagon. Le feu crépitait, les ombres dansaient sur les murs, et le silence qui l'entourait était redevenu un silence habité, presque chaleureux. Il pensa à la lettre qui, à cet instant, voyageait quelque part entre ces arbres et la vie de son fils. Il savait que la réponse pouvait mettre du temps à arriver ou ne jamais venir. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentait pas la douleur paralysante de l'incertitude. Il se sentait prêt à affronter l'attente. Il posa la figurine d'oiseau sculptée par Olivier sur une étagère, juste à côté du carnet de son grand-père. Deux objets simples, mais lourds de sens, l'un représentant le passé et l'autre le présent. Tous deux symbolisant un futur possible. Il s'assit, ferma les yeux un moment, et se laissa porter par la chaleur du poêle et le bruissement du vent. Dehors, la nuit enveloppait la forêt, mais à l'intérieur du wagon, une lumière douce continuait de brûler, comme une promesse. Le pont de l'espoir portait bien son nom, et peut-être, quelque part, son fils entendrait-il un jour cet appel silencieux. Peut-être franchirait-il lui aussi ce pont que son père avait commencé à reconstruire, avec patience, honnêteté et une volonté retrouvée. Mais pour l'instant, Aaron se contentait d'écouter le feu, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Si cette histoire vous a plu, soutenez la chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Activez les notifications, beaucoup d'autres histoires vous attendent. Regardez nos autres vidéos, elles regorgent déjà de récits qui font réfléchir. Et partagez celles-ci avec vos amis, qu'ils découvrent eux aussi qu'une seule trouvaille peut changer une vie. Merci d'être avec nous.